Je voudrais dire aussi que malheureusement, la famille a été éprouvée à nouveau, puisque un de nos cousins par alliance, qui s'appelle Moïse, qui est le mari de notre cousine Martine, eh bien, ce soir, c'est sa Shiva. Il est parti donc la semaine dernière. C'est pas très clair, mais visiblement lui aussi du corona. Et je voudrais associer à cette soirée quatre femmes. Juste avant, un certain nombre de gens qui sont là maintenant étaient dans un autre Zoom euh, pour quatre femmes d'une même famille qui nous ont quittés donc pendant ce mois de Kislev. Myriam Batfani, dit Eliane, Hana Bat Myriam, je parle d'Annie Cousin, Marianne Hana Bat Gudula, que tout le monde connaît sous le nom de Boube, et Jacqueline Chava Bat Shoshana. Et donc cette soirée leur est dédiée aussi. C'est pour nous très très important. Alors donc première partie des Divrei Torah et la deuxième partie ce sera des témoignages et peut-être quelques photos ou quelques films que nous montrerons et j'espère que vous aurez des souvenirs à raconter. Alors David, je te laisse de suite la parole si tu es prêt. On m'entend ou pas? Oui. Très bien. Salut Jean. Bonsoir à tous. Alors, mon cousin Jean-Charles m'a demandé de dire un petit mot à la mémoire de mon cher oncle. Et Shalom, Armand Shalom Ben Isharia. Et moi aussi c'est pareil, ce Zoom-là, ce Zoom que Hachem nous inflige depuis maintenant quelques mois. Parce que Hachem, il a décidé d'être sur son Kisset Adin depuis quelques mois, c'est-à-dire son trône céleste de jugement. Et on doit prier, Bezrat Hachem, pour très bientôt qu'il se change de siège et qu'il vienne sur son Kisset Hachamim, c'est-à-dire son trône céleste de miséricorde, afin de pouvoir enfin reprendre une vie normale, retrouver notre Batémé Beknasiot, Batémé Drachot, et également, important à dire, quelque chose à dire très important, s'approcher de lui, que chacun prenne sur soi une petite mitzvah, chacun à son niveau. Il n'y a pas de petite mitzvah. Une mitzvah, ça reste quelque chose de grand pour Hachem. Et que lorsque chacun fait cette mitzvah, cette année, eh ben, qu'il la fasse à la mémoire de mon oncle. Parce qu'il a besoin de nos mitzvot pour élever sa neshama. Je voudrais juste dire un petit mot. J'ai préparé un petit Dvar Torah. On m'a dit de parler de 10 petites minutes. Un petit mot sur la fête de Hanouka qui approche très bientôt. La fête de la lumière. Rien que de le dire, ça me fait sourire parce que c'est une très belle fête que j'adore. Et c'est un peu de comprendre qu'est-ce que c'est que ce miracle de la fiole d'huile. Essayez un peu de comprendre ce que ça veut dire. Alors, il y a plein d'explications, mais on va essayer d'en retenir une. Pour ça, on va planter le décor, on va se remettre dans le contexte. Il faut savoir que à l'époque, c'était la puissance grecque. Les Grecs, c'est qui dominaient le monde. Et les Grecs avaient une philosophie très spéciale. En fait, les Grecs, tout était naturel. Ça veut dire, le soleil se lève, c'est naturel. Il y a des tempêtes, c'est naturel. Je deviens riche, c'est naturel. Tout est naturel. En fait, pour être plus précis, ils avaient une philosophie de ne pas faire intervenir Hachem dans ce monde, pour rien. Tout était naturel. Ça, c'était une des philosophies grecques de l'époque. Et cette philosophie, ils voulaient la faire intégrer aux Juifs. Et c'est là qu'ils vont faire face au Hashmonaïm, une poignée d'hommes forts, vaillants, et qui, eux, ne veulent pas. Ils ne veulent pas que les Juifs adhèrent à leur philosophie. Et donc, il va se passer un premier miracle. Le premier miracle, c'est qu'ils vont faire la guerre aux Grecs et ils vont gagner.
une poignée d'hommes très forts, ils vont gagner. Ça, c'est le premier miracle de Hanouka. Le deuxième miracle de Hanouka, tout le monde le connaît, c'est la fiole d'huile qui aurait dû brûler un seul jour. Alors, pourquoi une fiole d'huile, on va expliquer, mais elle a brûlé pendant 8 jours. Ça, c'est le deuxième miracle. Ça veut dire que le peu d'huile qui restait, alors une huile spéciale qui venait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de la Cohen, mais il faudrait vérifier quand même. C'est une fiole de l'huile très spéciale et qui devait durer un jour, elle a duré 8 jours. Ça, c'est le deuxième miracle. Donc, 2 miracles. Pourtant, encore aujourd'hui, lorsqu'on parle de Hanouka, de quoi on parle? On parle du miracle de la lumière. On ne parle pas du miracle des Hashmonaïm. En tout cas, on en parle moins. Alors, on va essayer de comprendre. On va se poser une question. On va dire comme ça. Si la fiole d'huile, elle brûle un jour et que les Hashmonaïm, ils gagnent la guerre, est-ce que les Hashmonaïm, ils déméritent? Non, ils ne déméritent pas. Elle a duré un jour, ils ont gagné, mais ils ne déméritent pas, les Hashmonaïm. Ils ont gagné la guerre, ils se sont battus pour ça. Deuxième possibilité. Maintenant, la fiole brûle 8 jours et les Hashmonaïm perdent la guerre. Ça veut dire que malgré que la fiole a brûlé 8 jours, on reste toujours sur l'emprise des Grecs, puisqu'on a perdu. Donc le miracle de la fiole, il ne sert à rien, puisque rien ne change. Alors c'est quoi cette histoire de miracle? Pourquoi les Rachamim, ils insistent tant sur ce miracle? On voit bien que si on avait perdu la guerre, on aurait été toujours sous la domination grecque et rien n'aurait changé. Et pourtant, il y a le miracle. Donc c'est quoi? De quoi il s'agit? En fait, on pourrait dire ce serait presque un miracle inutile. En fait, ce qui se passe, c'est que les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre, ils ont combattu, ils ont gagné la guerre, très bien. Mais les Juifs, déjà, avaient intégré en eux la philosophie grecque, le fait qu'ils vivaient avec, ils vivaient avec les Grecs, donc ils ont intégré en eux. Et si vous voulez, il restait séquelles. En fait, malgré la victoire, le mal est fait. Et donc, les Juifs de l'époque auraient pu très bien penser, se dire en fin de compte que, eh bien, si on a gagné la guerre, si les Hashmonaïm ont gagné, parce qu'ils étaient forts. Et peut-être que quelque part aussi, ils pensaient que c'est quelque chose de naturel, que ce n'est pas un miracle d'Hachem. C'est là que vient le deuxième miracle, que les Rachamim insistent sur ce vrai miracle. Le deuxième miracle de la fiole d'huile, parce que la fiole d'huile, il ne peut pas y avoir de contestation possible. Une fiole d'huile qui est faite pour brûler un jour, elle doit brûler un jour, pas 8 jours. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a brûlé 8 jours. Et en fait, quand les Rachamim, c'est ça qu'ils nous disent. Ils nous disent que ce miracle-là, il est plus important que l'autre, parce qu'il ne peut pas avoir de contestation possible. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de naturel, ce n'est pas possible. Et donc les Juifs, ils ont compris ça. Ils ont compris que ce n'est pas naturel. Et donc c'est comme ça qu'après ils se sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. Oui, parce que voilà, ce miracle de la fiole, il a permis à faire comprendre au peuple juif que les Hashmonaïm, ce n'était pas naturel. C'était aussi un miracle. Mais il a fallu la fiole d'huile pour leur faire bien comprendre que c'était le miracle. Voilà, c'était un petit mot sur la fête de Hanouka. Voilà pourquoi les Rachamim insistent sur le miracle de la fiole d'huile un peu plus que sur les Hashmonaïm. C'est une des raisons. Il y a d'autres raisons. On aurait pu faire un rapprochement également avec Yosef de la page de cette semaine, qui lui aussi, dans laquelle on pose la question. Là, je m'écarte un petit peu, mais j'y vais quand même. Dans laquelle on pose la question lorsque Yosef cette semaine il a été pris par ses frères, il a été mis dans le puits, et puis après ses frères ils ont voulu le tuer, ils l'ont vendu aux Ishmaélites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque les Ishmaélites sont venus, ils ont pris Yosef. Là-bas, Rachid dit il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle là-bas. Le miracle qu'il y a eu, c'est que les Ishmaélites qui d'habitude, ils transportent avec eux du goudron, ils transportent avec eux des choses qui sont très mauvaises. Et bien ce jour-là, ils ont transporté avec eux des arômes. Et Rachid dit c'est un miracle. Les Rachamim posent la question, mais
C'est très bien ce miracle. Je m'embarque un peu, je vous dis tout de suite. Hein. C'est très bien ce miracle. Mais tant qu'à faire un miracle, sauf Yosef. Yosef, il a à peine 20 ans. Il est embourbé dans une histoire où il va partir en Égypte. L'Égypte, hyper corrompue. Il a peur. Il est seul. Il perd son père, il perd sa famille. Et Rachid nous parle de miracle de la Rome, mais qui me parle, mais fais un miracle à Yosef, délivre-le, laisse-le tranquille. C'est ça le miracle qu'il aurait dû faire. Et bien, ça rejoint un petit peu l'idée de Hanouka. C'est qu'en fin de compte, déjà dans le fait que ses frères, il faut essayer de comprendre, hein, que ses frères, ils aient voulu le tuer et qu'après ils l'ont mis dans le puits, mais après en fin de compte ils l'ont vendu aux Ishmaélim. C'était un miracle que peut-être Yosef n'a pas bien vu, n'a pas perçu en tout cas. Mais bon, je prends des pincettes, hein, je ne vais pas aller trop loin, je fais attention. Et donc, quand Hachem lui fait un miracle bien plus, alors pas plus précis, mais qui lui fait comprendre que lorsqu'il amène le Ishmaélite et qu'il lui fait sentir des odeurs agréables, pendant que d'habitude, il transporte toujours des odeurs désagréables, alors quelque part, Yosef, il a compris. Il a compris que Hachem était avec lui, c'était un petit clin d'œil qu'il lui faisait, que Hachem était avec lui, et que voilà, il y a un petit miracle. Voilà, c'était un petit miracle. Voilà, j'ai voulu faire ce petit Torah que j'avais écouté d'un ami il y a quelques années, à la mémoire de mon oncle et le Nishmat, Armand Shalom, Ben Ishaya, voilà. Merci beaucoup, David. Effectivement, nous sommes à quelques jours de cette belle fête de Hanouka. Et comme tu l'as dit, mais c'est de manière générale, si l'on remarque la plupart des fêtes juives, on a l'impression, Purim, Hanouka, que c'est des fêtes pour les enfants. C'est très beau, c'est très coloré, il y a des cadeaux, il y a même des gâteaux, il y a de quoi manger. Évidemment, que c'est beaucoup plus profond que cela. Et qu'on y reviendra. Alors, je voudrais dire quelques mots concernant la paracha de cette semaine, la paracha de Vayeshev. Voilà, j'ai en principe affiché le texte. Ça sera plus simple à suivre. Donc là, la paracha dans laquelle la paracha de cette semaine qui s'appelle Yeshev, et pour nous est une paracha qui est, comme toutes les parachiotes, évidemment intéressante, riche en enseignements, mais celle-ci particulièrement est par rapport au sujet qui nous réunit ce soir. Et la paracha s'appelle donc Vayeshev, et les hébraïsants parmi vous, savent que Vayeshev, c'est le verbe Lashevet, c'est le verbe s'asseoir, et les commentateurs disent toujours Vayeshev, c'est-à-dire que Yannick, je crois que ton micro fait l'arsène avec l'autre portable. Merci. Donc, la paracha que nous avons là, Vayeshev, s'asseoir, c'est pas pour le peuple juif. Quand le peuple juif s'assoit, c'est-à-dire se met au repos, alors les catastrophes arrivent. C'est ce que disent nos commentateurs. Vayeshev Yaakov, on pense qu'on est arrivé. Il y en a qui ont pensé que parce qu'en 1948, ils allaient arriver en Israël et donc on aurait tout tranquillement sur un plateau doré. Eh bien non. On nous dit que Vayeshev Yaakov commence à ce moment-là les problèmes. Et où est-ce qu'il est? Be'eretz Meguré Aviv, dans le pays où a vécu son père. Et si on ne l'avait pas compris, on nous précise Be'eretz Kenaan. C'est comme ça qu'on appelle Eretz Israël
dans ces textes-là. Et donc, Yaakov, on va pas refaire toute l'histoire, mais ce qui est intéressant, vous le savez, c'est que Yaakov revient d'un très très long séjour en dehors d'Israël. Il était chez son oncle, le frère de sa mère, monsieur Laban, un monsieur que nous n'aimons pas beaucoup, puisque le soir de Pessah, nous rappelons qu'il a voulu nous détruire entièrement, et pourtant il était de la famille, comme quoi des fois il faut se méfier aussi de la famille, pas uniquement des ennemis extérieurs. Mais toujours est-il que Yaakov revient de cette longue période de 20 ans où il était loin de ses parents, où il était loin de son histoire. Et regardez comment le texte nous dit, et les Toldot Yaakov, et voici les Toldot, et notre maître Manitou aurait dit les engendrements, traduisez par les engendrements. La traduction qui est celle du rabbinat français vous propose l'histoire. Le mot histoire n'existe pas en hébreu. Il n'y a pas d'histoire en hébreu. Ce mot n'existe pas et les Israéliens, dans leur modernité, quand ils veulent parler d'histoire, disent historia, c'est-à-dire qu'ils empruntent un terme à une langue étrangère. Toujours est-il que ce qui est pour nous important, c'est toldot, les engendrements. C'est quoi l'histoire d'un homme? Eh bien, c'est les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants qui vont arriver après lui. C'est cela, d'après notre tradition, l'histoire d'un homme, l'histoire d'une femme. Et d'ailleurs, on le voit de manière très très claire. Ele Toldot Yaakov, Yosef. Au cas où on n'aurait pas compris, on nous dit voici les engendrements de Yaakov, Yosef. Maintenant, vous savez, vous, qu'il n'y avait pas que Yosef, puisque Yaakov a eu 12 garçons et une fille, donc un certain nombre d'enfants. Et là, comme si le texte nous présentait en disant qu'il était un enfant unique quelque part, ou en tout cas, c'est le seul que l'on cite. Et c'était un jeune homme, puisqu'il avait, il avait 17 ans, et il était berger. C'est la fonction importante, fondamentale, principale de nos patriarches, c'est berger. Ce n'étaient pas des agriculteurs, mais des bergers, et ça c'est très très important, c'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de s'occuper des autres. Et donc il va passer son enfance, nous dit le texte, avec les enfants de Bila et de Zilpa, épouse de son père. Ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle que Yaakov était aussi marié avec une autre femme, à part la mère de Yosef qui s'appelait Rachel. Il était marié avec Léa et on ne cite pas Léa à ce moment-là. Visiblement, il y avait un peu de tension entre Yosef et les enfants de Léa. Vous le savez peut-être, mais je le rappelle, Léa, à elle seule, a donné naissance à la majorité des enfants, donc la majorité des tribus, donc la majorité du peuple d'Israël, puisqu'à elle seule, elle va avoir 6 garçons sur les 12 tribus. Et visiblement, Yosef ne fréquente pas trop et préfère jouer durant son enfance avec les enfants des 2 servantes, Bila et Zilpa, que l'on présente évidemment comme étant elles aussi les épouses de son père. Et les problèmes commencent, pourquoi? Parce que Yosef, comme dit le texte en français, débitait sur leur compte des médisances à leur père. C'est-à-dire que Yosef, c'était, vous savez, cet élève sur lequel s'appuient certains profs quand ils sont à l'école et qui vont cafarder, qui vont raconter à leurs profs mais moi je sais qui a fait telle bêtise et qui ne s'est pas dénoncé, moi je vais te dire son nom. Toujours est-il que Yosef, bon encore une fois Yosef c'est à un autre niveau, ce qu'il allait dire, il allait raconter à son père ce que faisaient ses frères quand il ne faisait pas exactement, j'allais dire la tfila le matin, ou peut-être qu'il ne mangeait pas toujours cachère, ou peut-être qu'il faisait un peu quelques bêtises, je ne sais pas moi, avec des filles. Toujours est-il qu'il allait parler à son père. Et regardez
ce verset numéro 3, « Or Israël préférait Yosef ». Alors, ce qui est intéressant pour ceux qui auraient perdu le fil, Yaakov et Israël, c'est la même personne. D'accord? C'est la même personne, peut-être physique, mais ce n'est pas la même identité. Dans notre tradition, dans les chapitres précédents, Yosef a changé, a eu un nouveau nom, Israël, qui est le nom que nous portons aujourd'hui. Et qu'en général, quand on le nomme par ce terme Israël, c'est qu'il a la possibilité de névoie, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'être un prophète. Et donc, c'est intéressant qu'on démarre en disant que Jacob a demeuré dans le pays de son père et que juste après, on nous dit Yosef préférait Yosef à ses autres enfants. Préférait Yosef à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse, Ben Zekunim ou le fils de sa vieillesse, et il lui avait fait la fameuse tunique bigarrée, Koutonet Passim, cette tunique avec. Si vous n'avez pas compris, je vais résumer. Yaakov Israël est marié à 4 femmes. Ces 4 femmes lui ont donné 13 enfants, 12 garçons et une fille. Et Jacob, a une préférence pour le petit Joseph. Alors, si on dit qu'il avait une préférence parce que Joseph était le fils de sa préférée Rachel, pour qui il a travaillé si durement, de sa femme Rachel, peut-être, mais en tout cas, vous imaginez que la réaction des autres frères, et le texte nous le dit de suite au verset 4, ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler amicalement. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui est très très grave. Je vous rappelle qu'on parle de nos avotes, de nos ancêtres. On parle de cette haine qu'un des frères a que les frères ont pour l'un des frères, Yosef, alors qu'il devrait, cette Torah, cette Bible devrait nous donner au contraire un exemple de ce que c'est la fraternité. Or, vous le savez sûrement, le premier livre de la Torah, Bereshit, est le livre d'un loupé monumental au niveau de la fraternité. Il va falloir attendre totalement la fin de ce livre pour que enfin, à travers les 2 enfants de Joseph, il y ait enfin une vraie fraternité qui est un enjeu extrêmement important. Toujours est-il que là, il y a un raté total, j'allais dire, d'éducation. Chacun d'entre nous sait c'est quoi un père qui a des préférences pour un de ses enfants. C'est quoi un père qui ne fait un cadeau qu'à un seul de ses enfants et lui offre une tunique bigarrée avec Koutonet Passim, avec des bandes de couleurs. C'est-à-dire que non seulement il aurait pu lui offrir quelque chose de moins voyant, non seulement il le préfère, non seulement c'est su, mais en plus, il le fait savoir. Et là, vous savez que Jacob, il y a une tradition chez nous, ou un texte qui dit Maaseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire ce qu'ont fait nos pères, c'est un signe pour nous tous, pour nos enfants dans toutes les époques. Qu'est-ce que vient nous enseigner ce père qui préfère un de ses enfants et qui déclenche donc une guerre fratricide dont vous connaissez la suite? La suite, c'est que dans cette paracha, dans quelques chapitres, dans quelques lignes, les frères vont jeter Joseph dans un puits, puis il va être vendu à des caravanes, et la caravane va l'amener en Égypte, et c'est pour nous le début, cette haine, c'est le début de l'exil d'Égypte, qui est pour nous très important et fondateur, puisque cet exil d'Égypte, nous le rappelons chaque année à Pessah, mais nous le rappelons tous les jours dans nos prières, parce que c'est un acte fondateur de l'histoire du peuple juif. Mais continuons rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, continuons rapidement avec cette paracha. Joseph, vous savez, c'est l'homme des rêves, et on les voit apparaître de suite.
Joseph ayant eu un songe, il le conta à ses frères. Vous connaissez ces songes. Il se voit, il se voit, il voit que ses parents, que ses frères se prosternent devant lui, etc., etc. Et vous comprenez que c'est pas fait pour arranger la fraternité si l'un des frères dit vous allez un jour vous prosterner devant moi. Sauf que c'est une névoie, c'est une vraie prophétie, puisque quand ses frères vont le retrouver en Égypte et qu'il est vice-roi d'Égypte, ils ne sont pas au courant, ils vont se prosterner devant lui, effectivement, comme le texte l'avait prévu. Je voudrais m'intéresser à partir du verset 11 que vous avez ici. Les frères de Joseph le jalousèrent, mais son père retint l'affaire. On ne sait pas ce que ça veut dire. Il comprend qu'il y a un problème et donc il a une mémoire de ce qui se passe. Et regardez, c'est le paragraphe qui m'intéresse là. Et donc un jour, ses frères étaient allés conduire les troupeaux de leur frère à Sichem. Sichem, c'est Shrem, Naplouse en français, là où nous avons beaucoup de copains qui habitent et qui actuellement et qui nous aiment beaucoup. Et Israël, donc Jacob se fait appeler Israël, donc Névoie, prophétie, va dire à Yosef, tes frères font paître les troupeaux à Shrem, viens donc, je veux t'envoyer auprès d'eux. Il lui répondit, je suis prêt. Maintenant, traduction, trahison, je préférerais regarder le texte en français, regardez, Vayomer Israël el Yosef, Allo achecha goim bishrem, je vais t'envoyer vers eux, Vayomerlo ineni. Ineni, c'est un mot que l'on connaît dans la Torah, on l'a déjà rencontré. À chaque fois que les patriarches sont sollicités, leur réponse c'est me voici. Ils répondent toujours à un ordre parce qu'ils comprennent que c'est important, mais c'est aussi là pour quelque chose de très important. On s'aperçoit que Yosef a un très grand respect, un très grand kavod pour son père et qu'il fait, alors qu'il sait que ses frères ne l'aiment pas. Il sait que ça va être dangereux puisqu'il sort du foyer familial et de la protection de son père et qu'il va. Et regardez ce que dit la suite du texte en hébreu, c'est important. Vayomerlo, Lech na re et shlom achecha. Va voir si tes frères sont en shalom, sont en paix. Vet shalom atzon, et aussi le shalom du troupeau. Ve'ashiveni, et tu reviendras. Davar, et tu me raconteras. Et donc on a là quelque chose qui est très important. Son père l'envoie pour vérifier si ses frères sont en paix. On n'a pas le temps, je ne vais pas rester très très long. Mais le constat que va faire Yosef quand il va arriver, sur place, eh bien, c'est que ses frères ne sont pas en paix. Ils n'ont pas ce shalom. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on se retrouve tout à fait à la fin de ces pérégrinations, qu'on arrive en Égypte, eh bien, quand Yosef va se révéler à ses frères, il va se révéler à eux, une belle scène de cinéma, et à ce moment-là, il leur dit, allez vers votre père, allez vers mon père, allez vers notre père, et vérifiez qu'il est en shalom. Le mot clé que nous avons là, dans cette fraternité ratée, c'est cette recherche du shalom. C'est cette recherche de cette volonté de paix qui est un point extrêmement important. Et je dois dire que, puisque nous sommes dans une soirée consacrée à Shalom ben Loeino ve'Ishaya, quand j'ai lu cette paracha, eh bien, je me suis dit, très souvent j'avais des discussions, et je pense que mes frères et mes sœurs vont sourire, très souvent j'avais des discussions et je leur disais, mais parce que papa disait toujours, si je donne un livre à l'un, alors je donne un livre à chacun d'autre, à chacun de mes enfants. Je ne ferai aucune différence entre mes 4 enfants. Et puis, si l'un recevait 100 euros, alors il fallait donner 100 euros aux autres. Alors, je lui ai expliqué que ce n'était pas juste, parce que
certains étaient mariés, avaient beaucoup d'enfants, d'autres n'étaient pas encore mariés ou n'avaient pas d'enfants. Et lui disait, ça c'est votre problème, moi je donne la même somme et la même chose à tout le monde. Et au mois d'août, quand je l'ai enregistré, je l'ai filmé longuement puisque j'ai eu le bonheur de passer beaucoup de temps avec lui au mois d'août, eh bien, il me disait toujours, ce que je donne à l'un, je donne aux autres, je ne fais pas de préférence. Je n'ai pas de préféré, je ne fais pas de préférence. Et alors on rigolait de ça parce qu'on savait que ça faisait partie de son caractère, ça faisait partie de sa vision des choses. Et j'ai retrouvé des tas d'autres films d'ailleurs où il le dit sur une autre manière. Mais voilà, c'était sa manière à lui de dire j'ai 4 enfants et les 4 doivent recevoir exactement la même chose. Et quand j'ai relu cette paracha et que l'on voit que ce Yosef reçoit plus d'amour, semble-t-il, parce qu'il aimait tous ses enfants, Yaakov. Mais je me suis dit, il y a là quelque chose qui est intéressant par rapport à la vision qui était la vision de notre Père. Et le fait que la recherche qui est dans cette paracha et dans tout le premier livre de la Torah, c'est la recherche du shalom, puisque juste après, un texte dans cette paracha nous dit et achai ani mevakesh, je suis à la recherche de mes frères et de mes sœurs. C'est ce que le texte nous enseigne. Et je crois que de ce point de vue-là, et je me dois d'associer totalement notre mère à cela, notre mère et notre père ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de préféré, qu'il n'y ait pas de préférence, que chacun reçoive exactement la même chose, que ce soit en termes matériels ou que ce soit dans l'amour qu'ils nous ont donné. Et je crois que de ce point de vue-là, sauf si mes frères et mes sœurs ne sont pas d'accord avec moi, je crois que de ce point de vue-là, ils ont réussi à transmettre le message et à le faire passer. Et en tout cas, ça me paraît quelque chose d'évident au regard de l'histoire. Et voilà, et c'est dans cette période où on recherche le shalom qu'on va s'approcher tout doucement des lumières de Hanouka, qui était une fête qu'il aimait particulièrement. Alors ces dernières années, on avait pris l'habitude, non pas par Zoom, parce que mon père n'était pas moderne à ce point-là, mais il avait au moins un téléphone. Et donc, quand on allumait le soir avec Sylvia, ici et les enfants, eh bien, on l'appelait au téléphone et on l'entendait de l'autre côté qui chantait avec nous et qui était heureux d'avoir ainsi pu participer à cette fête familiale. Voilà, que Yezicho Baruch, que sa mémoire soit source de bénédiction. Azak. Toda. Alors, j'ai maintenant l'idée, je ne sais pas si Rachamim est arrivé, je ne le vois pas. Chana, Rachamim Igia, Odlo, Lo. Ken? Shomim, Ken Shomim. Non, Lo Shomim. Allez, Okay. Patrick. Allez, Patrick. Rachamim, le frère de Sylvia, avait un autre nom quand il était jeune en France. Alors, de temps en temps, Ilan le. Voilà, donc, si vous êtes d'accord, nous allons passer à la partie souvenirs. Alors, je sais que c'est toujours très, très difficile. Je parle parce que je suis le seul à parler. Quand on se voit tous les 4, mes frères et mes sœurs parlent autant que moi, même des fois plus que moi. Mais je ne sais pas pourquoi le Zoom les effraie, en tout cas. Mais en tout cas, s'ils veulent parler, voilà. Si certains ont une anecdote à raconter ou ont quelque chose à dire, c'est le moment de le faire maintenant. Juste, vous ouvrez votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Voilà. Maintenant, c'est à votre tour. Germaine.
Oui. D'accord. Alors, Germaine. Non, non, non. C'est parce que je donnais la parole à Tata Marie-Claire. Ah, je croyais que tu Je voulais lui parler. demandais si elle voulait raconter quelque chose. Et elle D'accord. a dit qu'elle avait tout bien écouté, mais qu'elle était trop émue pour prendre la parole. Voilà. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent C'était juste pas, ça. pour ceux qui ne savent pas, mon père avait encore, je sais pas, j'arrive pas encore à dire le passé, je dois vous dire. Enfin, il y a encore les trois sœurs de mon père qui sont toujours vivantes, les autres nous manquent beaucoup, et même les oncles et tantes qui étaient mariés avec eux, mais toujours est-il que on a trois tantes et on leur souhaite une longue vie et une bonne santé. Donc il y a celle que l'on appelle Tata Arlette, Khalifa et tonton Albert, encore un sale flic. On en a plein dans la famille des sales flics. Non, non, c'est un bon flic. On t'entend, Je sais Jean-Charles. que vous m'entendez, mais il n'y a que des sales flics. Je dis ça parce que je suis dans une famille de flics et de policiers, etc. et qui ne peuvent pas m'attraper en Israël. C'est Donc, mon tout va bien. oncle, c'est mon Toujours oncle est-il qu'on Albert. souhaite à ma tante Alerte et à tonton Albert une bonne santé. J'ai été content de les voir quand je suis revenu. Amen. J'espère que Il faut flouter Bruno, maman. qu'ils seront en pleine forme. Il y a aussi une deuxième tante qui est Tata Michette, qui est un surnom. Tout le monde l'appelle Michel, mais elle s'appelle Michette et c'est même pas son nom parce qu'elle s'appelle en fait Aimée. C'est comme ça. Oui, je vois. Tata, j'espère que tu vas bien. C'est super que tu sois avec nous. Donc, Tata Michette, on pense à tonton Dédé. On la voit pas, nous. On la voit pas, Tata. On la voit pas. Regardez Valérie et vous allez la voir. Attends, Jean. Mais non, oui. Mais non. Ah oui, voilà Geneviève. Voilà. Salut. Montre-nous. Montre-nous, Valérie. Valérie. Non, mais Voilà. le problème, c'est que ma mère, Voilà. je suis pas chez ma mère, je suis chez ma fille. Oui, Voilà. d'accord. Chez ma fille. Je suis chez ma fille, je suis pas Voilà. chez ma mère. Mais D'accord. comment on se voit là? Vous me voyez ou Donc, pas? on la voit. Charge un peu ta batterie, Valérie. Elle est en train de s'effondrer. Et voilà. Donc, ça, c'est la deuxième tante. Et la troisième qui est au téléphone grâce à notre cousine Germaine. Alors, j'ai une cousine Germaine qui s'appelle Germaine, un peu de respect. Et donc, grâce à Germaine, c'est notre tante Marie-Claire, non donc le Bernard, qui habite à Aix-les-Bains. Voilà, donc on les a. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole le premier? Ouais, je vais faire ça parce que comme je suis obligé de rallonger. Oui. Bah oui, parce que j'ai pas de place. Jean-Charles, tu m'entends? Ken, Je t'entends. Jeff, Oui. Comme j'ai annulé ma journée, je peux pas aller voir. vas-y, Jeff. Un mois, 2 mois. Alors, petite anecdote. 2 mois. C'est impossible. Donc, Euh, je suis obligé de. Comme vous le savez, déjà bonsoir et bonjour à tout le monde. Comme vous le savez tous, Armand Zerbib a tenu la coopérative cachère à Montpellier. Ah, on l'entend mal. Et il y a quelques temps de ça, bien sûr, on discutait comme ça. Aïe, on m'entend mal. Après, c'est le son. Donc, je discutais avec ton papa, Jean-Charles, voilà, et je lui dis, on discute comme ça, un petit peu des résultats, tu vois, des résultats scolaires, des trucs, demander aux enfants, comme ça. Et en rigolant, je lui dis comme ça, mais Zerbib, avec Jean-Charles, vous étiez quand même assez droit, assez carré. Hein. Et il me dit avec sa voix bien spécifique, il me dit la chose suivante, il me dit, moi, j'ai toujours dit à Jean-Charles, si tu ne me ramènes pas des bonnes notes, je t'attrape, je te plie. Genre, je te plie en deux, je passe en deux. Tu vois. L'expression m'avait bien. Voilà. Voilà une petite anecdote sur Armand. Voilà. Exact. Merci, Jeff. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jeff, Jean-François, il faut que vous sachiez que
Dans cette période où on était à la maison, retrouvé des photos. Avec d'autres, Gilou, etc. On était ensemble à l'école primaire, on était ensemble au Talmud Torah, on était ensemble dans un groupe de musique, enfin bref. On se connaît par cœur depuis le temps et toujours fidèle. Voilà, merci, merci d'être là, Jeff. Voilà, Merci avec plaisir. d'être là et on souhaite aussi une bonne santé à ta maman. Merci beaucoup. Jean-Charles, oui. J'ai vu également avec Didier et avec Jackie Seman pour demain, si Dieu veut, donc pour compléter le Minyan. Super, voilà, super. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des questions de Minyan à Montpellier, c'est pas facile, donc c'est chaque personne compte, c'est bien. 8h45 pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui veulent prendre un avion pour être là-bas à 8h45 demain matin, ils peuvent encore. C'est possible. Yofi, c'est possible. Merci Jeff. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Bruno, Mimiche, Michel. Quand je dis Michel, c'est Michel Attali. Il aimait bien. Voilà. Je viens de... Ah, Michel. Alors, honneur aux dames. Ah, Michel. Salut. Martine. Oui, non. Moi, en fait, je me rappelle d'un oncle qui paraissait parfois très dur. On avait l'impression qu'il allait nous engueuler. Et en fait, il avait toujours une grande joie de vivre, beaucoup d'humour. Et il adorait danser et il adorait mordre les oreilles des enfants. Mais c'est un souvenir, tonton Armand, c'est celui qui disait « Attention, si je t'attrape, je vais te mordre les oreilles ». Et voilà, et c'était quelqu'un, dès qu'on mettait de la musique arabe, qui dansait, qui aimait s'amuser. Voilà, un paix à son âme. Merci. Merci. Alors moi, j'aimerais dire un petit mot aussi. Je ne sais pas si on m'entend. On t'entend, Michel. Ouais, on m'entend. Comme j'ai un casque avec un micro, je n'étais pas trop sûr de la qualité. Alors évidemment, Armand, c'est un personnage, je crois que tout le monde gardera de lui une image assez particulière dans le sens positif du terme. C'était un homme qui avait, je crois que c'est un peu ce que tu avais dit pendant l'éveil à Jean-Charles, quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Et il avait des idées bien arrêtées. Il avait des idées sur tout, hein, parce qu'il était au centre de la communauté. Il s'était retrouvé effectivement à gérer cette épicerie cachère. Et pour les Parisiens, enfin pour les gens qui ne sont pas montpelliérains plutôt, il faut savoir que l'épicerie cachère à Montpellier, c'est un petit peu le cœur de la communauté. C'est-à-dire tout le monde passe par là, plus qu'à la synagogue, plus que dans les bureaux administratifs, etc. Hein, puisque tout le monde va passer faire son ravitaillement à l'épicerie. Et donc, il fallait quelqu'un à poigne pour tenir cette épicerie. En tous les cas, à l'époque, il fallait quelqu'un vraiment à poigne. Et je crois que la communauté, enfin, c'était M. Bentoussan, je pense qu'il avait proposé le poste. En tout cas, il avait trouvé le bon personnage, la bonne personne, parce qu'il fallait vraiment quelqu'un avec beaucoup de tempérament pour gérer la COP et faire face à toutes les remarques, les critiques, etc. des consommateurs avertis que nous sommes. Donc, il avait comme ça donc, ses idées bien à lui et il le faisait savoir. Alors, Dieu bénisse pour lui, il avait une voix, je sais, c'est Jean-Charles, Bruno, Mimiche et Claude. Votre papa, il avait une voix quand même très particulière et très puissante. Ouais. Et ça, c'est quand il s'exprimait normalement, sa voix déjà faisait trembler les murs. Alors, quand il levait le ton, c'était quand même quelque chose qui nous marquait. Et je garde le souvenir d'Armand à la synagogue, lorsqu'on priait. Alors, il y avait un banc avec toute une rangée de Constantinois. Ils étaient tous partis ensemble. Et ils s'étaient retrouvés alignés sur ce banc à la synagogue Ben Zakkai, avec Zozo, mon père, Armand, etc. Et cette voix, justement, notamment pendant les offices de Kippour, quand ça commençait l'après-midi à partir de Mincha, quand tout le monde commençait un peu à fatiguer, il arrivait et avec une voix tonitruante, il remontait un petit peu
le volume, il redonnait la pêche à tout le monde, à toute la synagogue. Voilà, donc c'était un esprit, c'était une voix, c'était quelqu'un qui disait ce qu'il avait à dire effectivement, qui avait des idées à lui, bien à lui. J'ai cherché des photos là tout à l'heure, j'ai retrouvé 2 petites photos, mais je ne sais pas trop si je vais pouvoir vous les montrer comme ça. Dans la communauté, puisqu'il avait joué un rôle également au moment du rassemblement lorsque la communauté était scindée en deux. Quelques anciens, notamment évidemment Armand, mon père, etc., souhaitaient retrouver, c'était le Shalom, hein, c'était son prénom, et il avait participé activement justement à cette réunification de la communauté. Alors j'ai des photos, je ne sais pas si je vais pouvoir vous les montrer, peut-être en partageant l'écran. Alors l'animateur a désactivé, c'est toujours pareil avec Jean-Charles. Tu veux que je te donne une autorisation de partage d'écran? Ou alors je le mets en fond d'écran. Attends, Jean-Charles, ne bouge pas. On va faire autrement peut-être. C'était pour éviter que Jeff mette des photos interdites. Oui. Je reviendrai sur une anecdote d'ailleurs, sur ce point précis. Ça va être compliqué, je sens. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, donc ça va être bon. Alors, je vous en montre une. C'est nous les celle-ci. enfants. Je ne sais pas si on m'entend. On t'entend. Voilà, je me pousse pour vous montrer. Voir. Ah oui. Ah, oui. C'était à quelle occasion, ça, pardon? Alors, ça, c'était la grande réunion à Montpellier Ouais. qui rassemblait les administrateurs de la CIM pour réunifier la communauté qui était à l'époque scindée en deux, comme je vous l'ai dit. Alors, une autre photo qui est sympa aussi, que j'ai retrouvée, vous allez le voir. Où est-ce qu'il est? Alors, on le voit Ah oui. Vous le voyez? Derrière Ben Sousan. À droite de la photo complète. C'était à l'occasion d'une Brit Mila, et donc fait. Voilà, et je reviens sur un fond d'écran une image qui lui serait chère. Voilà, et juste une dernière chose, c'est pour vous dire aussi un souvenir vraiment personnel que j'ai d'avant, c'est lorsqu'on était effectivement à la COP ou à la synagogue et que de temps en temps il recadrait un petit peu les gens. Après, dans l'intimité, c'était, il nous parlait comme à des enfants, ou enfin, en tout cas comme à des membres de la famille. Ah, c'est-à-dire, tu vois, mon fils, si on ne leur dit pas les choses comme ça, alors après, ça part de travers. Il justifiait en fait ses interventions et ses actions, mais ça ne se faisait que dans l'intimité. C'était quelque chose d'assez sympathique à vivre. Voilà. Qui repose en paix, et avec tous nos parents, ils se sont tous retrouvés Amen, là-haut. Oui, amen. Il y a une bonne bande de copains, et j'espère que... Merci Michel, merci, tu en as vraiment bien parlé, merci pour tout. Pour ceux qui ne connaissent pas Michel Attali, Michel Attali était un AI à Montpellier. Il faisait partie il fait partie de notre bande qui est toujours active 50 ans, 60 ans après, avec toujours les mêmes blagues, donc on ne se lasse pas. Et Michel est aussi le cousin germain de Sylvia. Donc c'est la famille, quoi. C'est la famille. Il y a une proximité. Mais ce qui est intéressant, que ce soit avec Jeff ou avec Gilou, c'est qu'on avait tous les mêmes parents, on avait tous les mêmes histoires. On pouvait passer d'une table à une autre, on mangeait exactement la même chose, et c'était les gâteaux. Et comme disait Michel, chez les uns, il y avait des croquants et les autres des croquets, mais c'était exactement le même gâteau. Et on aimait bien ça. Et on aimait bien cela. Pour nous, c'était très, très important. C'était rassurant. Et comme je l'ai dit à la Levaya, ils arrivaient d'Algérie, ils ont tout reconstruit. Ils avaient rien, ils nous ont tout donné. Donc, je crois que de ce point de vue, ça se met aussi. Dans l'histoire de mon père, cette coopérative a joué un rôle très, très important. Seulement, je dois vous dire un petit secret, c'est que mon père était tout sauf commerçant. Il était tout sauf commerçant. Et c'était assez extraordinaire, puisque il y a ce soir avec nous, je voudrais raconter une anecdote que j'ai racontée à quelques amis. C'est que une fois, nous étions en vacances en été, puisqu'il y a
les cousins qui sont avec nous ce soir. Je vais parler d'eux et on les salue. Tout à l'heure, on a salué on a cité les 4 femmes et en particulier Annie, évidemment, et donc dont c'est l'année ce soir aussi. Et donc, Dan et Annie, on devait aller les voir. Ils étaient dans les Pyrénées. On était à Montpellier. Ils nous ont dit, écoutez, puisque vous venez, apportez-nous des bouteilles de vin. Et donc, puisque vous êtes à Montpellier. Alors, j'ai dit, pas de problème. Donc, je suis allé dans cette boutique et j'ai dit à mon père, je veux des bouteilles de vin. Je ne sais plus combien, on va dire 10 pour la soirée. Et on a pris des bouteilles de vin. Admettons que c'était 7,20 € la bouteille de vin, et donc 10 bouteilles. Et mon père commence à faire le compte. Il me dit 10 bouteilles, 7,20 €, tu me dois 72 €. Alors moi, je lui ai dit, mais enfin, papa, je suis ton fils, tu pourrais me faire un prix. Il me dit, mais attends, c'est pas ma boutique. Je lui dis, d'accord, mais je t'en prends 10, tu pourrais me faire une réduction quand même. C'est pour un copain. Il me dit, non, si tu veux, je t'offre une bouteille de vin, je la paye de mon argent, mais ça, c'est l'argent de la communauté. 10 bouteilles à 7,20 €, ça fait 72 €. Et je suis sorti de là-bas avec mon carton. J'ai payé les 72 € ou la somme qu'il y avait. Et de là, j'ai compris que mon père était tout sauf commerçant. Et ça nous faisait beaucoup rire. C'était un jeu local aussi quand on allait faire les courses et qu'il fallait rapporter la monnaie. Mais ça, il l'avait appris de notre Mémé Loaino. Si la monnaie, c'était 2 francs 28, gare à vous si vous gardiez 28 ou 8, ou que voilà, ça faisait partie de l'éducation qu'on a reçue. Je pense qu'un certain nombre de gens qui sont sur cet écran ont reçu. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, se sent prêt à le dire? Je sais que vous avez des choses à dire. Je peux parler? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, vas-y. Jean-Pierre. Bon, on ne me connaît pas, mais enfin, tu expliqueras qui je suis en définitive. Alors, Jean-Pierre est un cousin parce que il y a beaucoup du côté de mon père ce soir, mais pour ceux qui ne savent pas, mon père et ma mère étaient cousins germains, donc mes 2 grands-pères étaient frères, et donc Jean-Pierre fait partie de la famille des cousins du côté de ma mère. Tu les connais, papa? Voilà, d'accord. Voilà, bref. Il y a longtemps, il y a bien longtemps, hein. J'avais environ une douzaine d'années. Tata Huguette travaillait au Monoprix à l'époque. Elle a toujours travaillé à Monoprix, elle travaillait dans les bureaux à Constantine. À la sortie du bureau, donc tu vois, j'ai 75 ans, donc ça fait bien longtemps. On allait la chercher avec tonton Armand, on allait chercher à la sortie du bureau. On faisait un tour sur la rue Caraman, la rue de France, et il a ramené une belle rue du 26e bataillon d'Afrique. Tu vois, j'ai encore la mémoire. Bon, je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que tes tantes se rappellent, mais toi non, puisque tu ne te rappelles pas. Et tes tantes se rappellent, lorsqu'on rentrait dans cet immeuble-là, il y avait un grand hall d'entrée. En face, il y avait des escaliers pour monter jusqu'au 4e étage. Et à gauche, il y avait une cour intérieure. Lorsqu'on arrivait là, une fois qu'on avait fait le tour, on me disait, maintenant, allô? Oui. Allô? On t'entend. Bon, et bien maintenant, tu montes avertir tes grands-parents qu'on est là. Bon, les premiers jours, je n'avais pas compris. Puis après, j'ai dit, bon, ma foi. Alors, je l'ai laissé. Puis, je montais avertir le grand-père et la grand-mère. Ah, bon, ils sont en bas. Ah, ils sont en bas. Ah, c'est bien. Ah, c'est tout simplement. Et après, bon, ils se sont mariés tout de suite. Voilà. Et disons que je me rappelle de cette virée. C'était la rue Caraman, la rue de France, et on redescendait sur la rue Grand. Et la rue Grand. Comment? Pour ceux qui ne savent pas, là, on est en train de parler de Constantine. C'est une espèce de village de Gaulois en Algérie. Voilà, on a cité les 3 ou 4 rues les plus importantes. Voilà, mais toi, tu n'as pas connu, mais tes tantes ont connu. Non, mais je m'en rappelle très bien. Tu verras tout à l'heure, j'ai des photos, je m'en rappelle très, très bien. Ah oui, Michel, c'est comme Alger, mais ça s'appelle Constantine. Tu vois, c'est comme Alger. Tu te rappelles parce que tu as vu des photos, mais tu n'as pas connu Constantine. Si, je vais te trouver tout à l'heure. La cité Gaillard, c'est pas ça? Je me rappelle.
commissariat et Tata Loïno qui habitait à la Cité Gaillard avec Exact. les Attali et ainsi de suite. Il me semble bien qu'il était gardien de prison, si j'ai bien Oui, lui. c'est ça. Oui, Ah, voilà, c'est ça. Voilà, je me rappelle bien un monsieur avec la petite moustache grise. Avec la petite moustache grise, oh, je me rappelle bien, j'ai encore de la mémoire là-dessus. Qui êtes-vous? Et qui êtes-vous, vous, en photo, là? C'est qui? moi, Oui. Martine, je suis la cousine de Jean-Charles, la fille Ah. d'Arlette qui a vécu à la Cité Gaillard. Alors, non, mais et les tantes de comment elle s'appelait? Elle s'appelait Arlette. Arlette, oui, Arlette, il y avait Et ben, moi, je suis la fille d'Arlette, il y avait Evelyne. et Ah, ben voilà. ah, tiens, voilà. Et Mémé. Ah, elle est belle cette photo. La Ah, belle ça- grossesse. Très belle photo. Très belle photo. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce sont nos 4 grands-parents. Viens voir vivre ma mère. Nos 4 grands-parents, Ouais. le jour du mariage civil de mes parents. De tes parents. Et Ah, regardez oui. bien, vous avez quelque chose de caractéristique des photos de ces années-là. Les hommes sont habillés à l'européenne et les femmes sont habillées culture locale, avec cette espèce de foulard qu'ils portaient, qu'ils laissaient traîner comme ça sur le côté. Et contrairement à tous les canons de beauté qu'il y a aujourd'hui, vous voyez que Baruch Hashem, mes 2 grand-mères étaient bien portantes. C'est comme ça qu'on les mariait. Il fallait qu'il y ait du poids, il fallait qu'il y ait de la surface. Voilà. Oui, enfin, Beauté. Beauté pour Jean-Charles. non, même s'il y avait du bois, elles étaient belles. Parce qu'il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait rien du tout. C'est vrai, c'est vrai. Elles avaient des tenues. C'était du naturel. Exact. Et la peau blanche, la peau blanche. Ah oui, C'est vrai. je Ouais, n'aimais pas Carlos. Alors Germaine, est-ce que tu es prête à parler? Non, mais je vous écoute de bon cœur. J'ai tellement de souvenirs que je ne peux pas les raconter. Il y en a trop. Il y en a trop, tu ne peux pas raconter. Non. Ok. Est-ce que Ouais. quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui. Écoutez, c'est difficile pour moi de parler. Je suis vraiment très, très émue. Je voudrais remercier mon frère. On t'entend Voilà, plus. beaucoup d'émotions. Vous m'entendez? On t'entend Oui. pas. Vas-y. Pardon. Donc, merci à Jean-Charles pour ce Zoom qui, voilà, à la mémoire de papa, auquel j'associe bien sûr maman. Et puis, merci de nous réunir, voilà, d'honorer sa mémoire. Et je voulais dire de mon père, bon, c'est difficile de le dire en quelques phrases, mais mon père était un homme simple. C'était un homme droit. C'était un homme qui nous a donné beaucoup de valeurs, qui a fait de nous des adultes avec des valeurs. Ouais. Et c'était un homme qui était d'abord très nostalgique de son passé, de Constantine. C'est un grand nostalgique. Et il en souffrait beaucoup de ce qu'il avait laissé là-bas. Il souffrait aussi beaucoup du fait qu'il n'avait pas pu réussir dans la vie, réussir des études. Et c'est aussi pour ça qu'il tenait tellement à ce que nous, on réussisse. Et c'est vrai que Jean-Charles, c'est celui qui a le plus trinqué de nous tous parce qu'il voulait que Jean-Charles réussisse dans la vie. Et c'était important pour lui. C'était pour lui réussir quelque chose dans sa vie. Hein? Tu peux dire à Claude avec mon aide qu'il est arrivé. Alors, Tata Marie-Claire me fait dire que c'est avec ton aide qu'il est arrivé, Jean-Charles. Voilà. Mon aide à moi? Je confirme. Non. L'aide de Tata Marie-Claire. Tata Marie-Claire m'a fait travailler très, très dur. Elle m'a fait réviser les devoirs. Elle ne m'a pas lâché. Voilà. Voilà. Pour moi, je remercie mon père. Je remercie mon père pour tout ce qu'il nous a apporté et ma mère, bien sûr. Bien sûr, ma mère aussi. Voilà, pour toute cette droiture qu'ils nous ont transmise. Et ce que j'ai comme petite anecdote de mon père, c'est que c'était un homme en fait très, comment dirais-je, très attendez, je cherche mes mots.
qui aimait tellement ma mère. Il avait des gestes tendres envers elle, mais en même temps, il était très pudique. C'était un grand pudique. Et du coup, il ne savait pas exprimer cette tendresse et cet amour qu'il avait pour elle. Alors, la petite anecdote que j'ai de mon père, et mes frères et sœurs, ils s'en rappellent, c'est qu'il rentrait avec un bouquet de persil en guise de bouquet de fleurs. Et c'était sa façon de déclarer son amour à ma mère. Et il avait comme ça plein de petits gestes tendres et voilà, on ne se doutait pas à quel point c'était un homme, oui, c'était un homme tendre dans le fond, sous cet aspect rugueux, cet aspect dur qu'il avait. Mais il avait un aspect dur en pensant voilà, que c'était bien pour nous et qu'il allait faire de nous des hommes et des femmes voilà, de valeur. Voilà, donc pour moi, merci. Merci à mon père, merci à ma mère et merci à mes frères et sœurs. Merci à vous tous. Magnifique. Voilà. Magnifique. Voilà. Et que Dieu qu'il repose en paix et qu'il soit heureux auprès de ma mère maintenant et voilà, qu'il soit heureux. Voilà. Et je vous en passe à tous. Merci. Moi aussi, Claude. Moi aussi. Merci. Alors, merci Claude, merci Coco. On appelle c'est les noms de code internes à la famille. Merci beaucoup Claude. Merci. Je voudrais donner la parole à Yaniv. Yaniv, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le mari de notre petite sœur Michel, dite Mimiche. Et comme je l'ai dit à la Lévaïa, je voudrais le répéter ici, c'est sûr que au-delà de ces 4 enfants, les 4 gendres ou brus ont beaucoup aidé, que ce soit Sylvia, que ce soit Michel, mais je dois dire que Anne-Sophie, qui est la femme de Bruno, et surtout Yaniv, qui était à Montpellier avec Mimiche, c'est eux qui ont porté le fardeau de ces dernières années. Et Dieu sait s'il n'était pas facile, hein, Yaniv, mais il a vraiment, et quand on avait le moindre doute, qu'on téléphonait que ça ne répondait pas, combien de fois il a couru à la maison pour aller le ramasser, pour aller vérifier que tout allait. Donc, je voudrais ici vraiment le remercier, tout comme je remercie évidemment mon frère Bruno et ma sœur Michel, mais qui étaient sur place et qui ont fait. C'était du travail, c'était beaucoup de travail, surtout dans cette période de Corona. Voilà, et leurs enfants respectifs. Yaniv, c'est à toi. Mettre le son, non ? On m'entend là ? On t'entend très bien. Voilà, donc moi ce que je voudrais dire, c'est surtout de reprendre une partie des propos de Claude, c'est-à-dire que Armand, Zichrono Livracha, il faut savoir qu'il a eu une vie quand même difficile. Et quand il est arrivé en France, son seul souci, ça a été on va dire, de pas reproduire ce schéma-là sur ses enfants. Au contraire, il s'est servi de cette dureté pour donner à ses enfants et pour pas que eux aient à subir ou à devenir ce que lui-même a vécu. Et donc toute sa vie, en fait, moi ce que je voudrais dire, c'est que c'est un homme qui a qui s'est sacrifié un petit peu quand même beaucoup pour ses enfants. Sacrifier, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tout donné pour ses enfants, pour la communauté, pour la coopérative, voilà, c'était quelqu'un qui dans la vie, il y a des gens qui prennent et il y a des gens qui donnent. Et Armand, c'était quelqu'un qui donnait sans compter. Et donc, on évoquait tout à l'heure la rudesse un petit peu de sa personnalité et qui était ce qu'elle était par rapport à son vécu. Et plutôt que de reproduire, comme beaucoup de gens font, la rudesse, reproduire cette rudesse sur son prochain, lui s'est servi de cette rudesse pour pas que ça arrive en fait à ses proches. Et donc, cette facette un peu rude de sa personnalité, cette façon de dire les choses, d'être un petit peu abrupt, ça a été aussi forgé par son expérience difficile en Algérie et en France, parce que quand ils sont arrivés, ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, les choses sont plus faciles, plus simples. Et je voulais rendre cet hommage à Armand dans ce sens. Voilà. Merci Yaniv. Encore une fois, merci pour ce que tu viens de dire et merci pour tout le reste. Et s'il n'était parfois n'était pas simple comme père, alors comme beau-père, ça ne devait pas être facile tous les jours. Mais comme tu l'as dit, tu as retenu l'essentiel et c'est ça qui était important. Il y a eu des moments difficiles, c'est sûr, mais quand je repense à tous ces moments difficiles et le pourquoi de ces moments difficiles, on se rend compte en fait que ce n'était pas des a priori sur moi-même, mais c'était plus une inquiétude de sa part par rapport à Michel, par rapport aux enfants, la famille, tout ça, plus qu'un a priori personnel. Donc c'était plus voilà, dans le sens où voilà, je m'inquiète pour ma famille plus qu'autre chose. Donc, tout à fait. Ça partait d'un bon sentiment et d'un bon fond. C'est ça qui… Oui, je connais ça puisque quand j'étais très petit et que je recevais de temps en temps, hein, une tannée, c'est-à-dire à peu près 2 fois par jour, alors il me disait c'est pour ton bien. Alors je lui disais merci beaucoup. Je lui disais merci beaucoup. Alors en attendant que vous réfléchissiez à ce, pour ceux qui ont encore, j'ai préparé un petit montage très personnel. Donc en général, on prie pour qu'à ce moment-là, ça fonctionne. J'espère que ça va effectivement fonctionner. Yannick veut parler seul. Voilà. Un instant. Il avait parlé naïf. C'est un… Voilà. Il avait parlé. Ouais, c'est une vidéo, il a dû mettre des vidéos. Ah oui. Ah, Raymond. On voit pas. On me dit que ça marche pas, on va reprendre. Tout Non, va ça bien. marche pas, ça marche pas. Ah bon, c'est bon, ça va marcher, vous allez voir. Moi, j'entends. Tu entends? Oui. Tu vas voir la musique arabe, tu vas voir. Oui, il me semble que j'ai entendu les premières notes. Ouais, voilà. Et moi, je connais l'anecdote de la musique arabe quand il a enlevé le tricot pour la bar mitzvah. Oui, j'ai entendu, Tata, j'ai entendu. Attends. Quand il a enlevé le tricot pour la bar mitzvah et que ta mère lui courait derrière, elle lui disait tu vas attraper froid, tu vas attraper froid, remets ton tricot. Ouais, exact. Ouais. Oui, Tata. Oui. Le marché et après fait share screen. Je vous entends. T'as un beau sourire, Germaine. Hein? Merci, merci. T'as pas changé. Oh, alors là, tu ressembles à ta mère. Ouais, ça je sais. Ça je sais. En tout. T'entends Tata Kiko? Oui, en tout, elle ressemble à ta mère. Ouais. Voilà. Tata, tu entends? Oui. Bon, d'accord. Magnifique. Ah, je crois qu'on va voir un petit truc, Tata. Attends, on va voir un petit truc, Tata. Il arrive, hein, de patience. Waouh. Chaloum, c'est. Chaloum. T'entends rien. Si tu veux écrire.
Une photo de toi peut-être. Oh
ورد علم طربين وتهف الرمل أحياء فحيالي والأصب هواي والأصب هواي كوى قلبي بصيكته يا محير الحالي محير الحالي مزموم به جراني. Voilà quelques images pour ceux qui ont fait attention, c'était un bout d'histoire. Pour ceux qui ont fait attention, vous y avez des tas de choses pêle-mêle qu'on a trouvées. On a trouvé par exemple que la lettre de nomination, notre père était dans la police en Algérie, sa lettre de nomination a été signée par Monsieur Papon. Et oui, Laurent, mon père a été nommé flic par Papon. Ça ne s'invente pas des choses comme ça. On a trouvé des tas de papiers vraiment, il aimait cuisiner. Vous avez vu par exemple comment il s'est débrouillé tout seul et comment il a appris à faire du pain, des baguettes. Et la sauce tomate. Et de la sauce tomate. C'est pour ça, il y avait la recette. C'est pour ça que je l'ai inscrit. La recette, comme ça, pour être sûr de ne pas se tromper, etc. Il y avait évidemment beaucoup de photos avec la famille, avec ma mère. Il aimait danser, on l'a dit tout à l'heure. Il aimait cette musique qu'on vient d'entendre, qui est une musique spécifique à la ville de Constantine avec Raymond, évidemment, qu'il aimait par-dessus tout. Et ça lui donnait à la fois de la force et de la nostalgie. C'est-à-dire qu'il écoutait ça, il pleurait, il chantait, il pleurait, il buvait une anisette au passage ou un rhum, ça dépendait de l'heure. Et c'est comme ça, effectivement, qu'il passait. Donc, voilà, c'était quelques... Et puis avec ses enfants, évidemment, ses petits-enfants. Et je voudrais dire, puisque c'est aujourd'hui, je souhaite un bon anniversaire à Fabio. C'est pour ça qu'il a eu droit à une belle photo de lui. Fabio qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il a eu droit à une belle photo de lui en uniforme de Sahel quand il est venu faire du volontariat ici. Voilà, mais il y avait aussi ses autres petits-enfants. Il y avait une photo de ses arrière-petits-enfants. L'un des grands débats qu'on a eu, Mimi, je dois s'en rappeler, cet été, je lui ai annoncé que Yael, si Dieu veut, Bécha Tova, allait avoir un 4e enfant. Et il me disait à quoi ça sert 4 enfants. Et donc je lui disais, mais toi, tu en as eu combien? Et donc on a eu tout un débat sur quel est le bon nombre d'enfants qu'il faut avoir dans les... Il avait un avis très arrêté sur le sujet. Mais en tout cas, il y avait parmi elles la petite dernière, qui est Yali, mais que lui n'appelait pas Yali, il l'appelait Huguette, puisque c'était son 2e nom. Donc il l'appelait Huguette et il lui envoyait des messages. Et tout à l'heure, elle est venue encore à la maison et elle voyait que je travaillais sur le montage et elle me disait « Oh, c'est Poppy Ormond ». C'est comme ça qu'elle appelait Poppy Ormond. Et quelques jours avant Mimiche était dans sa chambre à l'EHPAD là-bas, dans cette maison de retraite.
Et elle a dit, je veux parler avec Papy Armand. Et donc, ils ont fait un direct par WhatsApp. Et je ne sais pas ce qu'ils se sont dit à ce moment-là, parce que entre les deux, ça devait être intéressant. Et voilà, il aimait bien parce qu'elle portait le nom de notre mère, de sa chérie, à qui il n'offrait pas que des bouquets de persil. Je ne voudrais pas qu'on laisse traîner une rumeur. Il n'y avait pas que du persil. Il y avait des fois aussi, Non, bien il y avait sûr. aussi des fois des C'était une carottes. anecdote. Il y avait aussi des C'était fois une des anecdote. carottes. Ouais, et les tomates qu'il cultivait lui-même, il y en a une qu'il aimait particulièrement de variété de tomates et qu'il avait nommée la Huguetta. C'était voilà, une de ses tomates préférées. Huguetta. Voilà. Il allait dans le jardin chercher. Souvenir de votre père dans son atelier. Il nous avait fait visiter. On avait emmené ma belle-mère pour voir. Elle voulait voir sa sœur. Et on avait visité son atelier. Mais c'était la voiture couchée dehors, mais l'atelier était parfait. C'était parfait. Il existe toujours l'atelier? Il existe toujours, la machine à bois est toujours dedans et Et la voiture est dehors? Il a fallu dégager beaucoup de choses pour pouvoir rentrer la voiture dedans aussi. Mais ça c'est... Je me rappelle, la voiture était dehors, mais l'atelier, il était fermé. Il avait des priorités. Bruno? Oui, oui. Oui, alors j'ai écouté, c'est difficile de prendre la parole, surtout après avoir vu encore des photos de papa et des enfants, des petits-enfants. Moi, je voudrais évidemment te remercier, Jean-Charles, pour l'organisation de ce Zoom et remercier tous les membres de la famille présents et les amis. Beaucoup de choses sont dites sur papa. Moi, évidemment, je pourrais parler de lui très, très, très longtemps, pas sur les derniers moments où il avait encore de belles choses à nous dire et de belles valeurs à nous transmettre. Mais sur quand j'étais plus jeune, je me rappelle de lui, Claude a dit quelque chose de très vrai. Il voulait que l'on fasse, si possible, des études et qu'on réussisse parce qu'il n'avait pas eu la possibilité de le faire. Il avait connu donc la période de Vichy et il nous avait raconté une fois que lors d'un appel du matin, une personne très stricte était venue de la préfecture avec une liste, un papier, une liste de noms et avait énoncé comme ça d'une voix très grave, avait énoncé les personnes qui devaient quitter immédiatement l'établissement. Évidemment, c'est que des personnes de confession juive et il avait connu cela, il avait dû aller travailler très très jeune et donc il avait appris l'ébénisterie, il nous avait raconté ça et donc il voulait qu'on fasse si possible des études. Et je me rappelle de lui où faire des études, c'était prioritairement déjà les devoirs. Et les devoirs, j'ai toujours cru pendant des années, ça a duré des années, j'ai toujours cru que papa parlait allemand, qu'il parlait anglais, qui parlait latin et qui parlait à peu près toutes les langues qu'on pouvait nous enseigner à l'école. Et je me rappelle de déclinaisons complètes qu'on lui donnait, Rosa, Rosam, Rosae, Rosae, Rosa, voilà. Et de temps en temps, j'essayais de glisser une petite erreur et il connaissait tellement parce qu'il avait déjà eu Jean-Charles, il avait eu Claude, etc., qu'il nous disait non, 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 c'est pas ça, c'est Rosarum. Et moi, ça me faisait rire parce que c'était valable en allemand. J'ai dit, mais où il a appris l'allemand? J'essayais de faire un lien avec la période de Vichy, etc. Je ne comprenais pas trop. Et il parlait comme ça toutes les langues. Et quand on avait fini les devoirs du jour, en fait, en fin de semaine, les frères et sœurs, vous vous en rappelez, on avait la révision générale de la semaine. Ça veut dire que les devoirs qui étaient normalement déjà passés dans la semaine et qu'on n'avait plus de raison de connaître, il fallait encore les réciter. Et c'était pour lui, si on les récitait avec beaucoup d'application et de justesse, eh bien on avait enfin le droit de sortir. Mais avant de sortir, et c'est notamment pour moi que j'étais le plus concerné, il fallait d'abord que je retourne à la main, à la bêche, son terrain. Donc il y avait comme ça une succession de travaux forcés qui m'ont fait aimer la terre. Donc c'est pour ça que j'habite dans un village actuellement peut-être. Et qui m'ont fait aimer aussi le fait d'apprendre. Et je crois que si j'ai continué à apprendre, c'est vraisemblablement parce que papa m'a inspiré l'envie et le goût de ça. Et je peux vous dire, les frères et sœurs, qu'il était très très fier de chacun d'entre nous. Dans les domaines que nous avions choisis, il était très très fier, il exprimait, il me le disait souvent. Il était content parce qu'il avait, et pour lui c'était déjà le summum, ça s'arrêtait déjà là, c'était de dire ils sont tous les quatre bacheliers.
Et ça, il était super content. Et peu importe ce qu'on avait fait après, les choix, etc. Et ça, pour moi, c'était très beau de voir dans ses yeux que, en tant que père, avec tout ce qu'il nous avait inculqué, donné comme valeur et comme principe, la justesse, l'honnêteté, la droiture, eh bien, on se retrouve évidemment dans ces mots au travers de lui. Et puis, c'est ce qui a permis aussi d'avoir, je pense, une famille soudée et aimante. Donc, merci. Et puis, évidemment, je n'oublie pas maman, qui avait un rôle capital, un rôle pivot. Oui, tata. Les mères de famille. Et voilà. Donc, j'espère, je pense, pour moi, il n'y avait pas de hasard. Ils se sont retrouvés, papa l'avait décidé, et ils sont là, ils nous regardent, ils nous écoutent avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, en se disant, eh bien, nous avons laissé des enfants avec de belles choses encore à faire et qui pensent véritablement à nous. Ils nous aiment comme on a pu les aimer et comme on vous aime aussi d'être avec nous pour nous soutenir un peu dans ces moments difficiles. Donc, merci à chacun d'entre vous. Il parle super bien, Bruno. Merci. Merci Bruno. Merci Bruno. Mimiche. Mimiche. Vas-y, tata. Bruno, ton père, mon frère, il t'appelait Mao Tse-tung. Parce que quand Oui, il c'est vrai. faisait faire les deux, toutes les fois, il disait je sais. Alors, il t'avait surnommé Mao Tse-tung. Voilà. Oui, c'était ça, Mao Tse-tung. Et maintenant, quand j'ai des élèves, je leur dis attention, celui qui croit savoir souvent refuse d'apprendre. Donc, je sais pas tout. Et j'ai bien changé là-dessus aussi. Des élèves. Mimiche. Ah, Mimiche, vas-y. Mimiche. Pour moi, c'est très dur de parler parce que c'est très compliqué, bon, comme tout le monde, bien sûr. Moi, ce que je retiens, c'est que aussi pendant ces 9 ans, puisque depuis le départ de ma mère, il était devenu ma mère et mon père. Donc, c'est à lui que je me confiais, c'est à lui que je demandais des conseils. Donc, le manque va être terrible parce que, voilà. Mais comme chacun d'entre nous, frères et sœurs, voilà, il faudra du temps, c'est certain. Mais voilà. En tout cas, merci Jean-Charles, merci de faire tout ça pour lui. Merci à vous d'être là. Merci. Merci Mimi, je sais que ce n'était pas facile. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et encore une fois, je te dis merci pour tout ce que tu as fait ces dernières années avec ta famille. Alors, je vois un bout de la lunette de Levana. Elle a quelque chose à nous dire ou Shai? Bonsoir. Bonsoir. Allez, parle, On en finit la famille et puis après, si elle te donne prière, tu comprends. Non, pas pleurer. C'est vraiment très dur c'est très dur ça. Voilà. C'est compliqué. Vas-y, Shai. C'est très dur pour les enfants de Mimiche qui ont été très, 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 très proches. J'ai plein de films, Levana, où tu es avec Pépé ou Papy, tu le filmes, tu rigoles avec lui. En particulier l'an dernier, quand c'était son anniversaire et qu'il a eu droit à plein de gâteaux comme ça. Et voilà. Il y avait Shai. Alors, je sais que Shai et Levana avaient écrit chacun un petit texte et ils n'ont pas eu le courage de lire ça à l'enterrement, à la Levaya. Je ne sais pas s'ils ont la force ce soir de nous dire quelque chose. C'est très mignon. Oui. C'était vraiment quelqu'un à qui j'apportais beaucoup de respect c'était vraiment quelqu'un de très, on était tous très proches de lui. Tous ses petits-enfants, on l'aimait énormément. Et je me rappelle que tous les samedis, j'allais à pied le voir le Shabbat. Et il était très heureux de me voir et me raconter toutes ces bêtises qu'il faisait dans la semaine à la maison de retraite. Et
Et à chaque fois que je sortais, il me disait toujours reste avec moi, je vous adore. Et il ne voulait pas qu'on parte. Et il voulait vraiment dommage parce que c'était vraiment quelqu'un qui faisait partie de notre quotidien. Et on allait très souvent le voir, on allait tous les jours. Et de ne pas aller le voir chaque jour, ça a un grand manque pour nous. Mignonne. Merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'était très, très bien ce que tu as dit. Bravo, je te félicite. Nathan, d'Amsterdam. Oui, salut à tous. Pour ceux qui me reconnaissent, parce que ça fait un petit bout de temps. Moi, c'est plutôt des bons souvenirs que j'ai de papy et de mamie d'ailleurs, que je vais inclure aussi, parce que pour moi, comme pour ma sœur, c'était les étés, quand on était petits, on allait à Montpellier, quand papa, maman voulaient un petit peu prendre du temps pour eux, ce que je peux comprendre. Et moi, j'avais, ce que je me rappelle, les deux ensemble, c'est un souvenir de l'après-déjeuner. C'était quelque chose de presque quotidien. Pendant que papy allait faire sa sieste, moi, je restais avec mamie et je restais avec elle voir les Feux de l'amour. Alors, je ne sais pas si tout le monde a partagé ce moment-là, mais mamie était une grande fan des Feux de l'amour. Mais moi, je restais avec mamie, non pas pour voir les Feux de l'amour, mais pour manger le chocolat avec mamie. Au café. Et mamie adorait ce chocolat qui s'appelle Côte d'Or, je crois. C'est ça. Et si vous voyez quel chocolat il s'agit, c'est un carré. En fait, on peut détacher les carrés assez facilement, ils sont séparables. Et mamie, qui était très généreuse pour tout, avait ce petit truc avec le chocolat, c'est-à-dire que quand le chocolat était mal coupé, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui était un peu plus petit que l'autre, ou un peu plus grand. En fait, si elle me donnait le plus grand, elle se rendait compte de son erreur et elle reprenait le chocolat et elle recoupait le petit bout qui lui manquait pour le manger. Donc ça, c'était un bon souvenir. C'est un bon souvenir que j'ai de mamie. Et une fois que ça s'était fait, en fait, j'ai eu mon chocolat, je regardais pas la suite des Feux d'amour, j'allais faire la sieste avec papy, donc je le rejoignais dans sa chambre en bas. Et papy avait cette manie, alors je ne sais pas si d'autres ont eu la même chose, mais j'imagine, il adorait manger les oreilles de ses petits-enfants. Donc moi, papy, il m'a dévoré les oreilles, la gauche, la droite. Et je crois qu'il l'a fait à ma sœur aussi, je pense qu'il l'a fait aux autres aussi. Donc moi, c'est vraiment des bons souvenirs. Je me souviens, ces belles journées du sud de la France, où il nous sortait la piscine gonflable qu'il nous mettait dehors. Quand j'étais sage, papy, il m'amenait, on allait dans le garage, il y avait des tonnes de jouets qui avaient dû appartenir aux enfants, qui nous donnaient, ou alors le tonneau qu'il y avait au fond du jardin où il y avait plein de jouets divers et variés. Moi, j'ai des très bons souvenirs de papy et de mamie, bien sûr. Et voilà, j'étais aussi très attristé. J'aurais aimé être avec vous. À Montpellier, c'est vrai que c'est pas évident d'aller d'un pays à l'autre, vu que je suis en France. Donc voilà, mais j'étais bien avec vous et j'ai revu quelques photos. Donc voilà. Merci Nathan, j'espère qu'il ne fait pas trop froid à Amsterdam et que tu tiens le coup. Merci de ce que tu as dit. Les Feux de l'amour. Moi, quand j'appelais, j'avais interdiction d'appeler où je trouve dans le monde à cette heure-là parce que de toute façon, je ne répondais pas. Alors, il ne fallait pas appeler. Il y avait les Feux de l'amour. J'avais beau lui expliquer que même si elle avait raté 53 épisodes, c'était tout le temps la même chose. C'était sacro-saint, c'était son moment de repos de la journée. Est-ce que quelqu'un... La soirée va bientôt arriver à sa conclusion. Si quelqu'un veut encore s'exprimer, les enfants Zerbib, là, Yael, Léa, Ilan, Sarah, Ariel est dans sa yeshiva, il n'a pas de téléphone qui lui permet de se connecter. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment, parce qu'après, ce sera trop tard. Ouais. Ou alors, on gardera ça pour l'année, mais c'est dommage. On salue Ruth, la sœur de Nathan, qui n'est pas avec nous ce soir, que papa est adoré et qu'il appelait Pupus. Pupus. Ouais. Voilà. Et que nous ne pouvons pas nous empêcher d'appeler nous-mêmes Pupus. C'est voilà, c'est resté. Et la seule chose que je voulais dire par rapport à Ruth, justement, papa avait un, comment dirais-je, il tenait absolument à ce que je l'élève
il me disait toujours, Claude, ne fais pas de différence entre tes enfants, il faut que tu les lèves comme Nathan. Et ça, c'était un truc qui lui tenait à cœur. Il était très important, voilà, qu'elle soit élevée pareil. Et surtout, il lui avait appris la prière du Shabbat, et c'était sa petite fierté à lui aussi. Et tous les Shabbats, voilà, elle participait avec lui. Et Ruth, elle connaît très bien la prière du Motzi, et elle rajoute comment on appelle, c'est les prophètes, Nathan, Jean-Charles. Les patriarches et les dirigeants du peuple juif. Voilà, et il en rajoutait un, tu te rappelles, Jean-Charles? Ah oui, je me rappelle très bien, oui, c'est mon nom. Voilà, et il disait Ishaya, il terminait par Ishaya. Et donc, Ruth, quand on fait la prière du Shabbat, elle ne peut pas s'empêcher de dire Ishaya à la fin du Motzi. Voilà. Et c'était papa qui lui avait appris tout ça. Oui, mon père avait une vision très personnelle du judaïsme et de la pratique et de la religion. Et donc, vous savez, le vendredi soir, quand on trempe le motzi dans le sel, alors il avait l'habitude, avant de manger, de dire Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, et tout le monde reprenait en chœur Ve'ushaya, qui était le nom de son père et donc de mon grand-père. Et ça, c'était pour lui très, très important de rappeler la mémoire. Jusqu'à très tard, il allait tous les vendredis matins sur la tombe, évidemment, de ma mère, mais aussi de ses parents. Tous les vendredis matins, il allait sur la tombe de ses parents. Ouais, c'était l'histoire. Alors, Fabio, on ne l'a pas entendu. Lélia, on ne les entendra pas, Bruno? Ou on va les entendre? Non, je crois pas. Ils sont dans l'émotion. C'est difficile. T'inquiète pas, les miens aussi ont l'air, je ne sais pas, congelés, on ne les entend pas. Là, Ah, Léa, tu n'as rien à dire, Léa? Chai, il aimerait dire quelque chose. Ah. Chai, il veut dire quelque chose. Alors, pendant que les herbiers préparent quelque chose, Chai va parler. Ouais, il veut pas. Il a honte. Eden, vas-y. Il a honte. Salut, Eden. On t'entend pas entendu, toi non plus, Eden. Yofi. C'est un peu dur de parler, comme vous savez, parce qu'on était très proches aussi avec mon papy. On le voyait tout le temps et on a grandi avec lui. Et lui-même, il disait que c'est lui qui nous avait élevés. Du coup, parce que j'étais depuis toute petite chez lui, j'allais très souvent chez lui. Et voilà. Et je me souviens d'un Shabbat où on était allé chez lui avec Elia. Et on faisait un petit peu des bêtises, tout ça. Et des fois, il sortait une espèce de batte comme ça pour rigoler. Il disait, je vais vous attraper comme ça. Et nous, on courait. Il disait, j'en ai tué 17. Il disait, j'en ai tué 17 à la guerre pour nous faire peur. Et du coup ouais, ça m'a marqué. Je m'en souviens, on rigolait beaucoup avec lui. C'était très fusionnel. Et j'espère qu'il a rejoint mamie et qu'ils sont heureux tous les deux et qu'ils reposent en paix. Voilà. Merci, Eden. Tu vois que tu peux parler, c'est bien. Ouais. Ça te prépare à l'oral du bac que tu passes cette année, si mes souvenirs sont bons, au grand oral. Ouais. Merci beaucoup. Il s'est pas encore allé. Il y a quelqu'un encore qui veut parler avant qu'on conclue cette soirée? Parce qu'on pourrait y passer toute la nuit dans les anecdotes, mais il faut aussi savoir conclure. C'est normal. Écoutez, je voudrais vraiment, au nom de mes frères et de mes sœurs, remercier tous ceux qui étaient avec nous ce soir. On n'a pas voulu on voulait faire quelque chose d'intime. On a appelé on a envoyé qu'aux amis proches et à la famille parce que on voulait que ça reste un peu comme ça entre nous. Donc on remercie d'être là. Je suis très très content que Tata, que les tantes aient pu être connectées aussi via le téléphone, etc. Pour les califats, j'ai fait un enregistrement. Donc, je vous l'enverrai comme ça, vous pourrez le montrer à Tata et à Tonton. Merci. Pour nous, c'est
Et évidemment, la même chose évidemment pour Tata Michel. Et pour nous, évidemment, c'est un moment difficile. Comme les gens le savent, j'avais un rendez-vous avec lui tous les soirs. Tous les soirs, un rendez-vous téléphonique. Et je dois dire que cette heure-là où je l'appelais est une heure pour moi extrêmement compliquée. En plus, c'est à la tombée de la nuit, donc c'est toujours très compliqué à la tombée de la nuit. Voilà, mais comme cela a été dit, notre père est parti un vendredi soir. J'avais à la maison celui que ma mère appelait ton frère. Tu vas passer Shabbat chez ton frère à Paris, en parlant de Dan Cousin. Et je pense que s'ils avaient été encore à Paris, elle aurait aussi parlé de mon frère et de ma sœur Bruno. En plus, il s'appelait Bruno Zermati. Vous imaginez, Bruno, c'est un vrai frère. Et Catherine. Et ils étaient à table. On était à table tranquillement ce vendredi soir-là. On n'avait pas eu d'invité depuis très, très longtemps. Et on a parlé, il y a eu des tas de petits détails comme ça. Et ils ont apporté une bouteille de vin qui était produite à Castelnau-le-Lez. Pour ceux qui ne savent pas, c'est là où est le cimetière où sont enterrés mes parents. On évoquait la mémoire des parents, de ma mère. On parlait de mon père. On a eu un échange jusqu'à quel âge il faut soigner les vieux. C'était le grand sujet de la soirée. Et puis la nouvelle est tombée via les moyens modernes de communication. Ça a été un Shabbat compliqué, difficile, mais heureusement que, bien sûr, il y avait Sylvia, bien sûr, il y avait Ilan ce soir-là avec nous, mais il y avait aussi Catherine, Bruno et Dan qui étaient avec moi. Je dois dire que ça m'a facilité les choses. Même Bruno Zermati a dû aller à la synagogue le Shabbat matin. C'est pour vous dire à quel point mon père a réussi à créer des miracles. Donc voilà, je veux les remercier. Je veux remercier tout le monde. Je veux remercier ma famille, mes amis, ma belle famille, tous ceux qui ont été là. Et j'espère que quand on se reverra la prochaine fois, ce sera pour de bonnes choses, pour faire des fêtes. On a encore des tas d'enfants à marier. Hein, Geneviève? On a encore des tas d'enfants à marier, on a encore des petits-enfants. Il faut préparer maintenant les bar mitzvahs. On va y avoir des naissances et on rappellera, on regrettera évidemment l'absence de nos parents à ce moment-là, mais on est sûr que de là-haut, ils nous regarderont. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, mon père aimait danser. J'ai montré des photos où on le voit danser avec les serviettes, comme on danse à Constantine, avec ma mère. Mais il aimait aussi chanter. Alors, il avait des chansons à lui que tous les enfants et les petits-enfants se rappellent, je pense. Et on m'a envoyé aujourd'hui un enregistrement. Il y avait deux, trois chansons qu'il aimait bien, qu'il a chantées à tout le monde. Et je voudrais qu'on conclue avec la chanson et on va voir si vous rappelez des paroles pour ceux qui la connaissent. Alors, j'espère que ça va marcher. Alors, attendez. Évidemment. Voilà. Pourquoi ça ne fonctionne pas tout de suite? Non, c'est celui-là. Les fonds. Bon. Alors, il y a Sarah qui est aux manettes. Ça va marcher. Il l'avait ouvert.
Voilà. Non? Tu as téléchargé Zoom, toi? Petit tireur de la Casbah, c'est moi le meilleur et voilà pour moi. Que tous les étrangers qui viennent nager sont tirés par moi. Plus je fais Le couillon. le pognon, tiré et l'arabe du pognon. Il y en a beaucoup comme des boricots. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de lui, son rire et son sourire. Et faites attention à vous. Merci. Merci Radak. Vous aussi, faites attention à vous. Voilà. Bonne santé à tout le monde. Ahmed, bah, vous aussi. Et merci. Merci pour ce Zoom. Bisous à tous. Merci la quelle bonne nouvelle. Amen. Merci David de ce que tu as dit. Bye. Merci les Metzger. Salut tout le monde. Salut David. Salut. Alors, au revoir tout le monde. Salut tout le monde. Léa. Léa, Ah oui, Léa. mais Léa. Lévana, elle a dit c'est l'after maintenant. On t'a vu avec ton pouce, Léa. Il y a encore des gens ici. Ilan. Regarde la photo, là, avec papier. Ah, c'est Lévana. T'avais pas reconnu Lévana? Mais si. Oui, des cœurs. Elle est belle celle-là. Ça fait longtemps, ça. Ouais. Ouais, ça c'est bien. Merci Jocelyne d'avoir été avec nous. Bye. Merci Corinne. Mimi. Elle est partie Mimiche? Mimiche? Non, je pense pas. Elle est où Mimiche? Ah, elle n'est pas là. Ça va Nathan? Allez, salut tout le monde. Bye bye. Bye bye. Au revoir tout le monde. Bye.